guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on est en direction du Québec. Donc, que ce soit de Montréal ou que ce soit de Sherbrooke, en tant que tel, il s'est passé quelque chose et c'est dramatique. Pourquoi je dis c'est dramatique? Ça touche beaucoup de familles, ça touche beaucoup de gens qui sont venus, qui ont investi pour leur éducation, pour quelque chose de bon, et ils se retrouvent comme ça, pris au dépourvu, sans rien du tout. Et en même temps, c'est une alerte de faire attention, d'être rigoureux dans ces étapes que vous apprêtez à faire. Aujourd'hui, on parle d'un dossier qui fait énormément réagir justement au Québec. Le gouvernement du Québec a suspendu les activités du Collège supérieur de Montréal et du Collège supérieur de Sherbrooke, aussi du Collège de technologie Veritas, ainsi que du volet professionnel du Collège Herzig. Résultat, près de 900 étudiants internationaux se retrouvent dans une situation extrêmement incertaine. Que ce soit, on sait que les étudiants internationaux, au-delà d'arriver d'un pays d'ailleurs pour venir étudier, donc ils payent déjà un statut plus cher comme étant étudiant étranger. Au-delà de ça, ils fonctionnent aussi, leur statut d'étudiant fonctionne avec l'immigration. On le sait tout ça. Et c'est là que le débat commence. Parce que d'un côté, plusieurs disent que ces étudiants sont des victimes. De l'autre côté, certains estiment que ces établissements n'auraient jamais dû exister sous cette forme. Alors, où se trouve la vérité? On regarde le tout ensemble. Si vous faites partie de peut-être un des étudiants qui se retrouvent au dépourvu, et surtout, il faut se rappeler, sans aucun soutien. À ce moment, c'est bien beau de dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils n'ont plus aucun soutien, là. L'école est fermée, ils ont perdu leur permis. Les écoles sont fermées, ils ont perdu leur permis d'éducation, d'exercer. Mais ils ont quand même ramassé l'argent de ces étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui étaient rendus à ça, de valider leur formation quand même, parce qu'ils ont quand même fait cette formation. C'est-à-dire, ces formations-là, c'est des formations professionnelles, donc ils ont fait se lever en hiver. Vous vous rappelez l'hiver qu'on a eu? Se lever chaque matin pour aller étudier, passer des nuits à étudier, entre les deux avoir quelques heures pour aller travailler, servir au Tim Hortons, travailler pour survivre. Et là, ils se retrouvent pris au dépourvu avec « mais qu'est-ce qui se passe? » Et comment même expliquer à leur famille au pays. On est chez Ladoa, it's about everything. On met un like, on supporte. Et si vous faites partie de ces étudiants, ou même que vous avez... Si vous faites partie de ces étudiants, ou sinon vous connaissez des gens qui sont là, prenez attention à cette vidéo parce qu'on doit regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que personne... Là, c'est fermé. Les responsables des collèges, ils sont... Oui, ils vont se retrouver au chômage, j'imagine, ou peu importe. Mais les étudiants, eux autres, est-ce que le monde a vraiment pensé à eux? On y va. Ladoa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about... La question qu'on se pose, les étudiants ont-ils fait quelque chose de mal? Pour beaucoup, la réponse est non. Ces personnes ont obtenu un permis d'études, un CAQ qu'on appelle, payé parfois des dizaines de milliers de dollars de frais de scolarité, quitté leur famille et traversé la planète pour venir étudier au Québec. Ils ont suivi les procédures demandées par le gouvernement. Aujourd'hui, plusieurs étaient à quelques semaines seulement d'obtenir leur diplôme. Donc, ça veut dire que c'est à la fin. T'imagines, tu fais ta formation à la fin, tu reçois une nouvelle comme ça. Si leur établissement perd son permis, ce n'est pas une décision qu'ils contrôlent. C'est pourquoi plusieurs organismes et partis politiques demandent au gouvernement de leur offrir des solutions rapides. Comme quoi? Transfert vers d'autres collèges, ok? Donc, en tant que tel, pour ceux qui sont à ça de terminer, on regarde la solution de les transférer dans d'autres collèges pour valider le tout. Protection de leur statut d'immigration et accompagnement administratif. Sur papier, ça semble très louable, très simple et très beau. Mais il faut se rappeler, au Québec, on est dans une particularité. Déjà avec les taxes surtaxées et déjà qu'ils essaient d'ajouter une loi
pour ajouter plus de taxes. Pour faire, nous, au Québec, on paye déjà, on est surtaxé au Canada, mais nous ajouter plus de taxes parce qu'ils nous mettent dans la gorge. Vous devez aussi aider les personnes âgées qui sont dans la province. Alors que le travailleur moyen qui travaille, qui fait ses 40 heures semaine, on est en budget aussi. Pourtant, les travailleurs, techniquement, qui sont en province, ils avaient déjà accumulé de l'argent, mais une gestion s'est passée dans l'argent qui ne fonctionne pas. Ils se sont dit, ils viennent déjà chercher de l'argent des travailleurs, qu'on est déjà avec la hausse des loyers, l'augmentation des loyers, l'augmentation de la vie, on est déjà compliqué. On est dans un pays, on a un gros territoire, mais les Canadiens moyens, on ne peut plus se permettre de faire même des enfants, tellement c'est compliqué. Donc, ça veut dire que c'est beau ces moyens-là, on regarde, c'est louable parce que les étudiants internationaux, c'est pas de leur faute. Mais on sait que les idées qu'ils disent, c'est qui va devoir, qui demande, qui paye? C'est les citoyens. Et qu'est-ce que ça va créer? Devinez, une autre façon de voir. Encore, ils nous font payer pour eux. Là, la question qu'on se pose, mais pourquoi ces collèges ferment-ils? Pourquoi ils ont perdu leur permis d'études? Oui, parce qu'on est dans des pays occidentaux, tout est contrôlé. C'est pas comme le pays, tu es au pays, tu décides de faire une école et de faire le tout comme ça. Ici, dans les pays occidentaux, il y a une structure, il y a des règles, qui doivent être conformes, il y a des visites qui sont faites, il y a le ministère de l'Éducation qui s'assure que tout est conforme. Et si ce n'est pas conforme, après, ça veut dire que ces collèges-là, ils ont reçu des avertissements parce que c'est pas sur le coup comme ça qu'ils décident de t'enlever le permis. C'est-à-dire, c'est malgré les avertissements, malgré les mises en garde, malgré les amendes qu'ils te donnent, parce qu'ils font même des amendes, ils te font payer des contraventions, et malgré tout ça, toi, tu continues de dire « je fais ce que je veux ». Et voilà. Selon les autorités québécoises, plusieurs établissements privés faisaient déjà l'objet de nombreuses critiques. Les plaintes aussi. On a le droit de faire des plaintes et je vous invite à le faire quand ça ne fonctionne pas. Okay? Même si vous pouvez vous sentir intimidé de faire des plaintes, vous pouvez être la seule dans votre classe, dans votre milieu autour à faire des plaintes, mais quand vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, c'est votre droit. Mais les plaintes sont enregistrées. Des enquêtes journalistiques et des interventions gouvernementales ont soulevé des préoccupations concernant leur fonctionnement, notamment sur le respect des exigences liées au permis et à certains programmes. Dans le cadre du Collège supérieur de Montréal et du Collège supérieur de Sherbrooke, Québec a retiré leur permis d'exploitation. Il les a carrément retiré le permis. Il y en a, ça a été partiellement. Ils ont dit, il y a certains programmes qui sont pas conformes, mais eux autres, le Collège supérieur, eux autres, là, leurs deux campus, de Montréal et de Sherbrooke, eux autres ont dit « It's fini, it's over, non, down, non, vous, il n'y a pas de chance de possibilité de réparation, vous avez trop fait. » Des enquêtes ont également porté sur les allégations de faux rapports de stage. Ça aussi, c'est important parce que il y a beaucoup, vous savez qu'on est dans le professionnel ou on est dans l'école, on est dans les études supérieures, collégiales ou peu importe, on a le ministère de l'Éducation exige qu'on fasse des stages. Les stages, on doit être enregistré et faire les stages, faire compléter, les montrer qu'on a complété un nombre d'heures, les montrer au-delà qu'on a complété le nombre d'heures, présenter, que ce soit, il y a le rapport de stage, nos travaux les suivis qu'on doit faire, on doit le remettre au professeur pour avoir la note. Et le dernier, les stages, c'est pour valider nos connaissances, nos capacités sur le marché du travail. Mais il y a une réalité, dans beaucoup d'écoles privées, il y a des étudiants qui s'inscrivent dans les écoles privées. Malheureusement, c'est une qualité d'étudiants qui font ça, surtout dans l'international. Ils s'inscrivent dans l'école privée juste pour rentrer au pays. Et souvent, des fois, ils se présentent même pas au cours. Et leurs noms sont comme des noms fantômes dans les listes. Nous qui arrivons pour étudier, on est sérieux pour étudier, on voit toujours un nom fantôme dans la liste. Et puis ces noms-là, à la fin, quand c'est le moment de remise des diplômes, toi, tu es contente, tu vas chercher ton diplôme. De la même façon que Doha, je vais être contente d'aller chercher mon diplôme en juin 2027. Donc, eux autres, on est contents, mais on voit apparaître dans la cohorte des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît pas. Qui, eux aussi, ils ont leur diplôme, mais t'es comme, ah ouais, t'as ton diplôme? Hein?
parce qu'ils ont payé un petit peu plus d'argent, ils ont fait des coups comme ça, des magouilles. Mais ça, c'est des magouilles. Dans un pays structuré, dans un pays intègre, dans un pays qui ont des valeurs, ils ne peuvent pas accepter ces magouilles. Quand on a le contrôle, que tu passes une fois, au lieu de faire ton stage, tu te faufiles une fois, deux, trois dossiers qui font ça, c'est une chose. C'est pas bon, mais c'est une chose. Mais quand c'est rendu peut-être des dizaines, des vingtaines ou même des cinquantaines, et à un niveau, il y a trop de cas qui se font, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive sur le marché du travail? On a beaucoup de gens non qualifiés qui se retrouvent avec des diplômes, mais ils sont non qualifiés et non compétents dans leur métier. Je sais que je suis complètement consciente. Oui, à l'école, c'est le côté théorique, le côté, les stages permettent un petit peu de pratique. C'est sûr, sur le milieu du travail, on doit quand même se reformer un peu, avoir de quoi. Mais quand on a un diplôme, on est supposé quand même être compétent. Tu peux pas me dire que tu as fini de faire ta formation, c'est ça? Non, moi, je suis rendue au stage 3, le dernier stage, OK? Mon dernier stage d'éducation spécialisée que je suis en train de faire avec l'emploi que j'ai eu. Yo, je travaille fort, ok, guys? Si j'ai des 98 de moyenne, des 90 de moyenne, c'est parce que, voilà, au-delà que vous me voyez faire des vidéos, je travaillais fort, ok? Ok, j'écrivais mes notes, je réécrivais mes notes 10 fois. Donc, jusqu'à maintenant, je vais même pouvoir, quand je vais avoir, on va faire un déménagement d'où ce que je suis, donc je vais avoir mon bureau d'éducatrice, je vais pouvoir bien décorer mon bureau et je vais vous faire un tour bureau office. Là. Et je vais faire un visite pour montrer comment mon bureau va être grâce, ok? Bref, c'était une parenthèse. Mais là, maintenant, c'est comme, quand je regarde, mettons, mes autres collègues de classe, il y en avait une en particulier, son cas, elle a fait son stage d'éducatrice spécialisée dans une garderie. Ok. Moi, en plus, cette garderie, je l'ai dit non. Moi, j'aime pas quand je te donne mon honnête opinion, pas parce que je suis jalouse de toi ou quoi que ce soit, parce que je vois que, fais attention. Donc, j'ai dit, mais cette garderie, en passant, ils n'ont pas d'éducatrice spécialisée. Donc, c'est quoi les travaux que tu vas faire? Et puis, elle me confirme, oui, mais elle va être suivie. Ceux qui vont suivre pour son stage, ce sont des éducatrices à l'enfance. Ce n'est pas la même chose. Même si on entend éducation, ce n'est pas la même chose. Éducation à l'enfance, c'est un professionnel et c'est structuré dans l'enfant et tout. C'est pas les mêmes tâches. Même quand tu regardes, tu vas sur Internet, tu vois la définition, c'est pas la même chose. La formation est plus courte à l'enfance, c'est concentré sur l'enfant et tout, le groupe, la gestion de l'enfant. Éducatrice spécialisée, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que toi, tu as fini de faire ta formation de... Nous, c'est une attestation donc de 2 ans. C'est-à-dire on n'a pas les cours de base. On n'a pas les cours de base comme éducation physique, tout ça. Mais tu as fini de faire toute ta formation. Tu es rendu à la fin. Toi, tu vas aller faire ton stage pour être suivi par éducatrice à l'enfance. C'est-à-dire que quand tu dois faire tes rapports cliniques, quand tu dois faire tes plans d'intervention, il ne faut pas pouvoir te corriger. Ils ne font pas ça. Donc, et puis toi, tu te mets en danger, tu vas là, et puis tu te lèves le matin pour aller là, et t'es fier de toi. Et puis tu dis, oh, mais je suis pas trop sûre, c'est quoi qu'il faut faire comme éducatrice spécialisée. Mais tous tes cours qu'on a fait, parce qu'on a beaucoup de cours, et les cours, c'est one by one, on a beaucoup de cours. On a des cours clientèle 1, clientèle 2, clientèle 3, pour regarder les différents types de clientèle. Cours de psychologie 1, psychologie 2. Toutes les cours qu'on a, on a la cours de... Le premier cours qu'on a, c'est cours justement pour nous parler du métier, justement. On nous parle, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut travailler, tout ça. Toi, tu arrives au stage 3, le dernier mois, tu as fait ton projet d'intégration, tu vois c'est quoi. Tu as été dans ton stage 1. Stage 1, c'est 60 heures. C'est justement ces stages observation. C'est pour que tu vois un peu, est-ce que c'est fait pour moi, ça? OK? En tant que tel, c'est supposé être ça. C'est-à-dire, tu arrives dans ton stage 1, tu t'es placé dans un stage juste pour faire un stage, puis t'as pas vraiment fait ce que c'était dans le métier. Ok, tu continues. T'arrives dans le stage 2. Notre stage 2, il dure combien de temps? Il dure 3 mois et demi. 370 heures. C'est 3 mois et demi. C'est-à-dire le matin, tu te lèves à 7h et quelques du matin. En plus, même pas à 7h et quelques du matin, parce que mon stage 2, justement, il y avait un besoin, ils avaient aussi un besoin de main-d'œuvre aussi, c'est ça aussi la beauté des stages. Et puis, dans leur besoin de main-d'œuvre, ils avaient besoin de tout le monde le matin, c'est là qu'il y avait le service plus d'achalandage, j'avais besoin du monde aussi. Donc, ça veut dire que je me lève de chez nous 5h pour aller travailler de 7h jusqu'à 4h. La chose positive qu'il y avait dans ce stage, c'est qu'ils nous donnaient le repas.
oui, il doit manger. Donc, c'était quand même le truc positif aussi. Il y avait beaucoup d'autres choses positives, mais juste pour vous dire, mais sinon, c'était ça notre stage. Et puis en hiver, même quand l'hiver canadien, imaginez. Mais quand tu fais ça, tu vois encore plus dans stage 2, là, tu commences, quand tu te lèves, t'es dans la routine, tu sais, est-ce que je me vois faire ce métier-là complètement? Là, on continue, quand on a fini stage 2, on retourne en classe. Plop, plop, plop. On fait les derniers cours de gestion de crise, de derniers cours comme ça qu'on fait. Et là, quand t'as fini de faire ton projet d'intégration, le projet d'intégration, moi, j'étais tellement choquée. Il y a du monde là, ils prenaient le projet d'intégration comme juste une simple présentation pour se débarrasser de ça. Moi, je suis comme, le projet d'intégration, c'est supposé être, quand tu l'as la formation en 3 ans, ça prend une session complète. C'est-à-dire que tu dois tout mettre le paquet. Et oui, moi, vous connaissez Doha, je suis intense à certains niveaux. J'ai mis le paquet dans mon projet d'intégration. J'ai même eu accès d'avoir une usagère que j'avais aidée dans mon stage 2 qui a accepté de venir se présenter en classe et de parler. Parce que oui, moi, dans mon projet d'intégration, la clientèle que j'avais choisie dans le projet, parce qu'on a le choix de choisir une clientèle et comme éducatrice spécialisée, contrairement à éducatrice à l'enfance, on peut travailler avec beaucoup de clientèle. On travaille pas qu'avec des personnes autistes ou quoi que ce soit. On travaille avec tout le monde. Et moi, donc, j'avais choisi de m'intéresser aux femmes vulnérables. Et peut-être je ferai une vidéo plus longue pour parler des différents types de profils des femmes vulnérables. Oui, c'est vraiment avec les femmes vulnérables que j'avais décidé de le faire. Et puis, j'avais préparé tableau, 11 profils, au-delà de PowerPoint, au-delà d'avoir une usagère qui a accepté de se déplacer, de se lever, de venir à 8 heures du matin pour pouvoir participer dans mon projet, pour parler de elle, son expérience qu'elle avait été dans une situation de vulnérabilité. Moi je pense que c'était le niveau qu'on doit s'attendre pour un projet intégration, un projet final. Peut-être que c'est moi qui est over the top. Vous allez dire, oui, Doha, c'était toi qui étais over the top. Mais pour moi, quand je m'embarque dans quelque chose, je vais être intense. Juste en plus, là, j'avais même envie de préparer. Bien sûr, j'ai pas eu le temps de faire ça. J'avais le plan de préparer des dépliants, des pamphlets pour pouvoir parler, et tout expliquer. Et puis, dans mes pamphlets, présenter différents organismes que des femmes peuvent utiliser selon les 11 profils qu'on peut retrouver comme femmes vulnérables et aussi tout ça. Je voulais même imprimer des pamphlets. J'étais tellement rendue à ce niveau-là. Donc, je peux imaginer des gens comme moi, intenses, qui viennent faire une formation et qui se retrouvent prises au dépourvu dans ce côté-ci. Et puis, surtout, c'est quand même, moi, je trouve que c'est quand même malaisant. Moi, je fais tous les efforts pour faire mes stages, même quand des fois, j'ai la flemme. En plus, dans mon stage 2, c'est là que j'avais eu infection aux yeux, faiblesse, une toux finie. Mon système était le plus faible. Et puis, je me levais à tous les jours y aller. Même des jours pour aller dans mes cours, j'avais la flemme. Mais je me disais, je peux pas. Je suis là pour quelque chose. Et puis, là, toi, tu tournes ta tête, toi, quand tu sais que bientôt, je vais fêter mon diplôme en pensant à tout mon retour, tout ce qui est arrivé. Et là, je vois quelqu'un qui s'est peut-être jamais présenté au cours, peut-être qui n'a même pas fait ses stages et qui reçoit son diplôme. Et après, je peux me retrouver au milieu du travail avec cette personne qui n'a aucune compétence. C'est-à-dire que quand tu arrives au milieu du travail, tu dois faire un plan d'intervention, il y a des rencontres multidisciplinaires. Toi, tu es là, tu commences à parler avec cette personne et puis tu vois que réellement, cette personne ne va rien faire alors que moi, mon intensité, que ce soit pendant ma formation, je l'ai, et que ce soit pendant le milieu du travail parce que mon stage 3, mon stage 3 aussi est intégré dans mon travail, qui est dans mon milieu, qui est comme éducatrice. Donc, je suis là, je suis en train aussi d'apprendre. Je suis on travaille avec l'humain, on apprend toujours. Chaque humain est différent. On prend les notes, on regarde les interventions, on essaie des nouveaux objectifs. Je fais tout le truc, je regarde un peu le tout, je prépare les plans, je regarde comment on peut améliorer telle personne, tel usager vit telle situation, comment je peux améliorer son quotidien. That's my job, accompagner la personne dans ses rendez-vous. Moi, je suis là en train de faire tout ça et puis je vais voir quelqu'un qui dit, moi, j'ai le diplôme, hein. OK.
Mais la personne, quand je le regarde, oh oui, comment tu vas faire un plan? La personne me dit, non, moi, je sais pas c'est quoi, c'est un plan. Mon Dieu, Seigneur, Jésus, Joseph, Marie, Joseph, on fait quoi? Et voilà, la frustration de ça. Mais, ok. Et c'est ça qui a causé le problème. Il est important de préciser que ces allégations ne signifient pas automatiquement que toutes les personnes impliquées ou tous les étudiants ont commis des irrégularités. C'est pas non plus la faute des étudiants, c'est l'école, c'est les collèges, ces collèges-là qui ont perdu leur permis. Donc, ça veut dire que c'est eux autres qui étaient dans un autre système. Une colère qui grandit. Sur les réseaux sociaux, plusieurs Québécois sont furieux. On peut lire des commentaires comme « Ces collèges étaient des usines à permis de résidence permanente. » Parce qu'en effet, il y en a beaucoup qui ils savaient par réputation. Ils disaient « Oh, il y a tel collège. Quand tu vas t'inscrire là, c'est facile que tu vas voir, tu viens comme étudiant et puis international et puis tu vas faire des passes pour changer ça, pour devenir résident. » Et puis, il suffit que ça s'est passé pour quelques personnes et puis le monde, il se lance toutes comme des fourmis. Et c'est ça qui arrive. Vous avez craqué le système. Vous faites vos témoignages. Dieu a permis d'exploiter le Canada, le système canadien. Hein? Dieu est grand. Oh, pardon. Dieu, vraiment, c'est ça qu'il fait. Il vous permet d'arnaquer un système. Pardon. Ou encore, les étudiants devraient passer un examen dans un véritable établissement pour démontrer leurs compétences avant d'obtenir un diplôme. C'est sûr, pour les étudiants qui sont en voie de terminer, ils vont devoir faire des validations et le dossier est surveillé. C'est pour ça, moi, je me dis, comme je me rappelle de mon collège à moi, que je suis, tous nos examens qu'on fait, on a, à chaque module qu'on a, on a un examen intra et un examen final. Et puis, même sur le coup, on regarde, quand on a fini de composer nos examens, le professeur est supposé faire une révision des examens avec nous pour qu'on puisse voir un peu nos faiblesses. C'est tout à fait normal, c'est ça le but d'un examen. Ensuite, le professeur reprend, il est tenu de reprendre les examens, au-delà de reprendre les examens pour éviter de la tricherie, que le monde commence à passer l'examen, mais il doit reprendre les examens et le garder dans les archives du collège. C'est ça le devoir dans l'éducation, le ministère attend. C'est-à-dire que maintenant, suite à ça, le ministère, quand on a nos crédits qui sont crédités, nos cours crédités, ils peuvent regarder, là. Hey, pourquoi cet élève-là, il a des 98, des 90, et puis on veut aller voir son dossier. Allô? Là, il regarde mon dossier, il fait « Ah, ok, je comprends pourquoi. » Moi, quand je fais mes examens, j'écris le plan. La question, on m'a posé simple, puis moi, je vais une question vraie ou fausse simple, puis je vais te répondre, je vais écrire... Je vais pas laisser d'espace blanc pour être sûr. Je me dis, pour avoir rien manqué. Ok, on a compris que tu comprenais. Très bon, j'aime ton raisonnement. J'aime voir les petits commentaires quand les profs laissent. J'aime bien ton raisonnement, j'aime bien ta façon de voir. Je suis comme, I know. Voilà. Certains réclament même la fermeture de tous les établissements privés qui ne respecteraient pas les règles imposées par le Québec. En même temps, c'est important. Oui, on peut être dans des systèmes qu'on est en pénurie. Il y a des secteurs qui sont en pénurie d'employés, mais on ne peut pas prendre n'importe quelle main-d'œuvre parce que, après, quand tu te retrouves à travailler, par exemple, avec des gens vulnérables et toi, tu n'es pas compétente, la personne est déjà vulnérable et toi, tu es là. Tu n'es pas compétente. C'est-à-dire que tu vas saboter la personne qui est vulnérable, tu vas la déstabiliser. Pardon. Ces opinions reflètent un débat public réel, mais elles restent des prises de position et non des faits établis, bien entendu. Et le cas du Collège La Salle, parce que ce nom-là, il ressort. Le Collège La Salle revient souvent dans les discussions. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été condamné à payer une importante amende relativement à des infractions liées à l'application de la loi 96. C'est-à-dire que quand tu es au Québec, tu peux pas avoir plus du anglophone que du francophone, ok? Cependant, cette affaire est distincte du dossier concernant la suspension des permis des autres collèges. Il ne faut donc pas mélanger les deux situations. Eux autres, oui, le ministère de l'Éducation, que tu sois privé ou pas, tu fais tes services qui offrent l'éducation, ils doivent s'assurer que tu es conforme avant, parce que qui donne, même si tu es dans un système privé, qui va donner qui va valider tes crédits, qui va donner le diplôme, c'est le ministère, c'est le gouvernement. Donc, il doit s'assurer que
Mes diplômes ne sont pas de la pacotille. Et c'est ça la différence qu'on va regarder dans beaucoup de pays africains ou beaucoup de pays gérés par d'autres pays plus petits qui n'ont pas cette mentalité-là. Et c'est pour ça que des fois, maintenant, le monde va dire un diplôme, par exemple, français, un diplôme canadien ou américain est mieux reconnu. Pourquoi ils vont dire ça? À cause de cette structure qu'on devrait prendre l'exemple sur. Le vrai problème. Cette histoire soulève une question plus large. Comment un établissement peut-il continuer à recruter des étudiants internationaux pendant des mois si au final il risque de perdre son permis? Pourquoi les mécanismes de surveillance n'ont-ils pas permis d'intervenir plus tôt? Et surtout, pourquoi ce sont souvent les étudiants qui paient le prix lorsque des établissements sont sanctionnés? Et puis aussi, c'est important de savoir, ces collèges-là, Collège supérieur de Montréal, là, ils étaient au courant qu'ils allaient. Ils étaient clairement au courant qu'ils avaient des avertissements, qu'ils étaient à ça de tout perdre. Ils ont reçu probablement des amendes. Ils avaient le choix de se rattraper, de bien faire les choses. Et de la même façon que d'autres collèges ont pu recevoir des sanctions, ils ont payé tout de suite. Ça a mal passé, mais ils doivent se rattraper pour dire « on doit faire attention à ça ». On s'est relâché sur ça. Ils se sont rattrapés. Eux autres, ils ont clairement compris ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont activé leur recrutement à l'international. Donc, ils ont encore pris plus de monde, pris plus de demandes à l'international. Ils ont compris plus d'argent parce qu'un étudiant international paye beaucoup plus qu'un étudiant québécois. C'est ça. Parce que, tu sais, avec le Québec, on a les avantages, on paye moins. Donc, eux autres, ils ont été cherchés pour compenser beaucoup en s'en foutant des sacrifices de toutes ces familles-là. Ils savaient qu'ils étaient à ça, là. Ils savaient que ça allait arriver. Peut-être qu'ils pensaient aussi, des Jenkins, ils pensaient sûrement, on va peut-être pouvoir tenir encore 2 ans, hein. On va aller prier, on va tenir encore 2 ans, on va aller donner plus d'offrandes, là, on va tenir encore. On peut encore tenir, on tire l'élastique jusqu'à temps que ça éclate. Mais l'élastique a éclaté avant même de permettre aux étudiants qui étaient en cours de terminer leur formation. Et ça, c'est déplorable. Personnellement, je pense qu'il faut distinguer 2 réalités. Si un collège a enfreint les règles, il est normal que les autorités interviennent. En revanche, les étudiants qui ont respecté les lois et investi leur argent de bonne foi ne devraient pas automatiquement perdre des années d'études ou compromettre leur projet d'immigration. Le gouvernement devrait trouver un équilibre, protéger l'intégrité du système d'éducation tout en évitant que des centaines de personnes soient pénalisées pour des décisions qu'elles n'ont pas prises. Et le plus triste dans tout ça, le collège qui a fermé, là, les étudiants, il y en a là qui n'étaient même pas au courant parce que les autres, est-ce que la communication, ils le font vraiment à leurs étudiants? C'est-à-dire, les étudiants qui arrivent avec leur sac pour venir au collège, ils voient la porte fermée. Fermée! Oh! Que passe? Oh? Et puis là, ils regardent autour d'eux, ils voient d'autres étudiants aussi qui ne comprennent pas. Et puis, pas de communiqué, pas rien. Ils sont juste là comme ça, ils ne comprennent pas. Et là, la probabilité que toi, t'appelles chez vous au pays pour annoncer « Ah ben, moi, le collège où j'étais à veille de terminer tout ça, puis tout ça. Ben, j'étais l'espoir de la famille, je sais. Mais le collège a fermé les portes. » La probabilité est que même ta famille va te croire. Imagine les prêts que ta famille ont peut-être fait au voisinage en se disant « Inquiète, lui est notre sauveur, il est notre vache à lait, il s'en va au Canada, il va étudier, il va faire ses démarches, après d'être étudiant, il va trouver une job au Canada, faire de l'argent, et puis il va nous envoyer de l'argent, on va être bien. » Là, les autres regardent ça, ils sont comme « Oh ». Et puis l'étudiant, il se retrouve mal pris parce que là, s'il avait un boulot, par exemple, au Tim Hortons, Tim Hortons qui sert le café, s'il avait un petit job au McDonald's comme étudiant, il a perdu son statut. T'es plus étudiant, là. L'immigration, les autres regardent, mais t'es plus étudiant. L'école a fermé. Comment tu veux utiliser comme étudiant? On annule ça. T'es non conforme. Retourne chez vous. Et c'est ça la réalité. Ce dossier dépasse largement le simple cas de 4 collèges. Il pose des questions sur la qualité de certains établissements privés, sur les mécanismes de contrôle du gouvernement et sur la protection des étudiants internationaux. Une chose est certaine, cette affaire continuera de faire parler dans les prochaines semaines. Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant, vous?
Les étudiants devraient-ils être transférés automatiquement vers d'autres établissements? Ou faudrait-il exiger une évaluation de leurs compétences avant de poursuivre leurs études? Laissez-moi savoir vos avis. Et en même temps, c'est facile de dire, oui, c'est beau, Doha, on va les transférer dans les établissements publics. Il y a le cotère à faire, il y a un procédé que tu dois faire ta demande et que tu dois voir selon ta moyenne, ton tout, si tu vas être approuvé. Et il y a une liste aussi. C'est-à-dire qu'eux autres, on va les prendre, les faire passer avant toutes les autres qui sont déjà dans la liste d'attente. Il y a certains programmes qui sont déjà congestionnés. Il y a des gens, pour certains programmes, tu dois aller étudier dans une autre ville. On va dans d'autres villes aller étudier parce que le programme est déjà congestionné. Donc, ça veut dire, eux autres, ils vont juste devoir les faire passer avant les Canadiens? For what? Oui, c'est triste de dire ça, c'est sec de dire ça comme ça, mais il faut aussi regarder cette réalité. Donc, c'est bien dire, oh, mais on va les prendre, on va juste les mettre dans les autres collèges publics et c'est tout. Si des fois, on est prêt à aller au privé, c'est parce que peut-être le temps d'attente au public, les places et tout ça, c'est plus compliqué, c'est plus long pour dire, ah, laisse-moi aller payer un certain montant, puis tac, 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 je fais ça rapide. Là, maintenant, tu te retrouves dans la liste. Oui, la situation arrive. Le collège privé, il n'était pas conforme. Il a fermé. Mais pourquoi le public doit payer pour ça? Pourquoi ça serait au public de payer à cause que le collège privé a mal fait ses choses? Pourquoi les étudiants, eux autres qui sont là dans leur liste, qui attendent, ils vont se retrouver ralentis à cause de l'erreur de notre établissement qui n'a rien à voir avec eux? Il y a aussi ce côté-là qu'il faut regarder les choses. Let me know, guys, what you think. Encore une fois, oui, c'est vraiment dommage du côté humain pour ces étudiants internationaux. Beaucoup de jeunes qui se retrouvent, en plus, ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leurs proches, et puis ils se retrouvent avec toute la pression d'immigration. Ils se retrouvent en se disant, mais leur statut, si je suis plus étudiant, je perds mon statut, CAQ, tout ça. Au-delà de perdre mon statut, mais moi, je suis venue pour étudier, comment on va même me croire au pays? Et j'avais pu comprendre que une de vos influenceuses du Cameroun, la MK Michel, c'est au collège supérieur, quand elle disait que elle est allée étudier au Canada, puis elle a laissé ses études pour aller se marier. Mais après, quand je regarde, faut pas la condamner, c'est au collège supérieur de Montréal qu'elle est allée étudier. Donc, elle a bien fait d'aller se marier finalement. Jojo! Jojo, il aime toujours envoyer des points comme ça aux gens. Hein. Donc, sinon, vous étiez chez la Doha. It was about everything, guys. Mon point de vue. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, si vous faites partie de ce lot d'étudiants, n'hésitez pas à en parler. Peut-être que vous avez trouvé des solutions. Et puis, tu sais, dans des moments comme ça, je pense que vous devez créer des coalitions pour vous tenir serrés. J'ai vu beaucoup de cas de personnes, d'étudiants internationaux qui se retrouvent mal pris. Qui ne se retrouvent pas encadrés. Quand ils s'inscrivent, moi, je me dis toujours, tu t'inscris dans une école, tu payes plus cher, tu t'inscris dans une école privée, c'est pour avoir plus de services. Que ce soit, tu veux les classes soient réduites. Tu veux pas trop d'élèves dans une classe. Comme ça, tu peux avoir plus d'attention avec le prof. Au-delà de ça, tu veux avoir les équipements adéquats pour bien fonctionner, ta formation se fonctionne bien. Et au-delà de ça, tu t'attends à être encadré. Malheureusement, il y a beaucoup de ces écoles-là. Au début, quand c'est le moment du recrutement, l'équipe de recrutement, ils sont avec toi. I'm there with you, girl. I'm there. Quand tu es dans l'école, quand tu arrives dans l'école, là, le recrutement n'a plus besoin de toi. Un noir, t'es un écorché. T'es un écorché vif. Tu deviens un petit bébé écorché. Tu dois régler toutes tes affaires, aller régler tes assurances, tu sais plus où aller, personne ne te dit rien, ces collèges-là, ils s'en foutent de toi. Et puis, tu dois régler ci, tu dois aller régler ça. Tu es tout seul, tu es au dépourvu. En même temps, beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas le choix s'ils peuvent faire des 20 heures par semaine pour travailler, parce que c'est 20 heures par semaine le maximum, ou peu importe le nombre d'heures, vous allez me dire en commentaire c'est combien, alors nos dates. Mais ils font le nombre d'heures pour travailler, c'est pour payer leur appartement. Souvent, ils sont en colocation. Des fois, quand tu es en colocation, tu as des problèmes de... Est-ce que c'est des problèmes? Tu vis avec la colocation, on va le dire comme ça. Et puis là, la pression de la colocation. En plus, c'est la famille au pays qui sont des inconscients, parce qu'il y a beaucoup qui sont inconscients, qui ne savent pas que quand tu es étudiant, tu es avec ton statut étudiant, c'est compliqué pour toi. Même quand tu étudies, au-delà que tu étudies, tu dois aussi travailler. Je me rappelle, il y avait cette fille-là, cette Camerounaise.
elle arrivait en classe, elle dormait tout le temps parce que sûrement elle travaillait, elle faisait des heures, toutes les chiffres de nuit. Et puis elle arrive en classe, elle était toujours épuisée, elle dormait sur les tables. À un moment, on est au restaurant, elle était en train de dormir, tout éparpillé sur les tables. J'étais comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est aussi elle, dans son projet d'intégration finale, elle a préféré, mais elle a trouvé un gars, sûrement, qui a une résidence permanente. Elle a essayé de faire les passes, comme beaucoup d'étudiants internationaux font, en disant qu'elle n'est pas allée dans son projet d'intégration. Moi, je comprends pas. Pour aller, parce que le projet, c'est le vendredi, le projet d'intégration, la présentation. Le samedi, c'est quoi? Elle a dit, mais chouchou, c'est son mariage. Mais elle a préféré manquer son projet d'intégration pour essayer d'aller régler ses histoires de mariage. J'ai fait, alors que la formation que tu es, pouvait aussi changer ton statut. Bref, mais ça, c'est comme le manque d'éducation, le manque de regard, le manque d'ambition. Mais bref, it is what it is, guys. Je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about